Chaque matin, je me réveille avec les premiers rayons du soleil. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on a 78 ans. Ma chambre est au premier étage de la maison que j'ai achetée il y a 10 ans. Je ne l'ai pas achetée pour moi. Je l'ai achetée pour ma fille Noémie, son mari Olivier et leur fils Antoine. À l'époque, j'avais l'impression de faire le bon choix. Ma chambre était autrefois un bureau, une petite pièce avec une seule fenêtre orientée à l'est. Quand j'ai emménagé, Olivier y avait installé à contre-cœur un minuscule lavabo et réservé un coin pour un réfrigérateur. « Comme ça, tu ne nous dérangeras pas la nuit, Laurent », avait-il dit alors, comme si j'étais un locataire plutôt que le propriétaire des lieux. C'est mardi, ce qui veut dire que Noémie prépare ses fameuses lasagnes. J'entends des portes claquer à l'étage, Antoine qui trépigne, Olivier qui parle fort au téléphone. Une soirée normale dans une maison où je suis toléré mais pas aimé. À 18h30, je monte pour le dîner. Ma présence à table est une sorte d'hommage à une tradition que Noémie maintient par respect, comme elle le dit à ses amis au téléphone. J'ai surpris cette conversation il y a des mois. Oui, ma mère m'a appris à respecter les anciens, alors on le tolère à table, même si Olivier est contre. « Bonsoir », dis-je en entrant dans la cuisine. Noémie marmonne quelque chose d'indistinct, sans se détourner de ses fourneaux. Ses cheveux blonds sont rassemblés en un chignon négligé, ses épaules sont tendues. Ma fille a toujours été tendue en ma présence, même enfant. Olivier est assis à son bureau, les yeux rivés sur son téléphone. Il est agent immobilier depuis 15 ans, mais il n'a toujours pas atteint le succès dont il rêvait. Ses cheveux bruns commencent à se clairsemer et, à 39 ans, ses tempes sont déjà dégarnies. Peut-être les effets du stress causés par des transactions qui n'aboutissent jamais. « Salut Laurent !» dit-il sans lever les yeux de l'écran. Olivier ne m'a jamais appelé papa, ni même Monsieur Dubois. Toujours par mon prénom, comme si nous étions des collègues qui se croisaient par hasard à la cafétéria. Tiens, v'là l'ancêtre. Antoine, une tornade de 13 ans à l'énergie principalement destructrice, fait irruption dans la cuisine. « Bonjour Antoine », dis-je en essayant de rester calme. « Antoine. »« Ne commence pas », lance Noémie d'une voix lasse. Mais il n'y a pas de véritable reproche dans sa voix. Mon petit-fils sourit en coin, exhibant son appareil dentaire et éloigne sa chaise de la mienne d'un air de défi. Sinon quoi ? Dans 5 minutes, il aura encore oublié ce que j'ai dit. Olivier ricane, sans quitter son téléphone des yeux. C'est sa façon d'approuver les plaisanteries de son fils, surtout celles qui me visent. Je m'assois à table et regarde mes mains. Elles ne sont plus aussi fortes qu'avant, quand je travaillais comme expert en assurance. Pendant 35 ans, je me suis rendu sur les lieux d'accident. J'ai évalué des dégâts. J'ai parlé à des gens au pire jour de leur vie. Je savais comment réconforter une personne qui avait perdu sa maison dans un incendie et comment identifier un fraudeur qui essayait d'obtenir une indemnisation pour une voiture volée qu'il avait lui-même noyée dans un lac. Ses mains me semblent étrangères maintenant, couvertes de taches de vieillesse avec des veines saillantes, des mains dont personne ne veut. « Les lasagnes sont presque prêtes », annonce Noémie en posant le plat fumant sur la table. Elle sert les portions, la plus petite pour moi. « Il faut faire attention à ta santé à ton âge, papa », dit-elle à chaque fois, même si nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas de bienveillance. « Comment s'est passée ta journée, Olivier ?» demande Noémie en ignorant ma présence. « J'ai fait visiter la maison de la rue de la République, mais les clients sont encore difficiles. Ils disent que le salon est trop sombre, comme si je pouvais changer les fenêtres. Il plante rageusement sa fourchette dans sa part. Tu as parlé au Martin pour baisser le prix. » Noémie passe en mode partenaire commercial. Il s'entête. Je t'avais dit que ce n'était plus le moment de surévaluer des maisons comme celle-là. Je mâche lentement les lasagnes, que Noémie fait toujours un peu trop salées, mais personne ne le lui dit. Le repas de famille se poursuit comme si je n'étais pas là. Ils discutent du travail d'Olivier, des devoirs d'Antoine, des projets pour le week-end, tout un monde dont je suis exclu. « Papy, c'est vrai que les dinosaures se promenaient encore sur la Terre quand tu étais jeune ?» demande soudain Antoine, interrompant la conversation de ses parents. « Antoine !» Cette fois, la voix de Noémie semble sincèrement mécontente, mais je vois les coins de ses lèvres se soulever dans un sourire contenu. « Quoi ? Je m'intéresse juste à l'histoire, maman.
Monsieur Fournier dit qu'il faut interroger nos aînés sur le passé. De mon temps, les jeunes montraient tout plus de respect pour leurs aînés, réponds-je doucement. Oh, ça y est, lève Olivier les yeux au ciel. Voilà qu'on va avoir droit à la leçon sur le bon vieux temps. Je me tais et finis ma portion en silence. Autrefois, je rêvais de raconter à mes petits-enfants des histoires sur ma jeunesse, sur la façon dont j'avais rencontré leur grand-mère Isabelle, sur notre voyage de noces dans les Alpes françaises. Mais Antoine n'est pas intéressé par ces histoires et mes tentatives de raconter quoi que ce soit sont accueillies par des moqueries. Après le dîner, la famille s'installe dans le salon. J'y vais aussi. Ce soir, il y a un nouvel épisode de Secrets des châteaux de la Loire, une série documentaire sur les vieilles demeures françaises. Je m'installe dans un fauteuil et allume la télévision. « Ah super, ça va commencer son émission ennuyeuse sur les vieilles pierres », dit Olivier à voix haute en s'affalant sur le canapé à côté de Noémie. Je fais semblant de ne pas entendre et monte le son. Les vues majestueuses du château de Chambord apparaissent à l'écran. « Papa, je peux mettre quelque chose de normal ?» demande Antoine en m'arrachant la télécommande des mains. C'est la finale de course tout-terrain ce soir. Sans attendre de réponse, il change de chaîne. L'écran se remplit de monster trucks rugissants qui projettent de la boue. « Antoine, rends la télécommande à papy, » dit Noémie. Mais son ton indique clairement qu'elle ne s'attend pas à être obéie. « Oh, ça va, maman. De toute façon, papy s'endort devant la télé au bout de 10 minutes. Qu'est-ce que ça peut faire ce qu'il y a à l'écran ?» Olivier rit et frotte la tête de son fils. « Il a raison, Noémie. Et puis, Laurent peut regarder ses ruines en replay, ou juste regarder par la fenêtre. Il y a plein de vieilleries dehors aussi. » Je me lève de mon fauteuil, réalisant que la bataille pour la télévision est perdue, comme tant d'autres petites batailles au fil des ans. « Je vais dans ma chambre, » dis-je en me dirigeant vers l'escalier. « N'oublie pas de prendre tes médicaments, papa, » me lance Noémie en gardant les yeux fixés sur l'écran. Ma chambre est fraîche et silencieuse. Je m'assois sur le lit et sors une photo d'Isabelle de la table de nuit. Elle est morte il y a 15 ans, mais je lui parle encore tous les soirs. « Qu'est-ce que j'ai fait, Isabelle ?» chuchotai-je en regardant son visage souriant. Je pensais assurer l'avenir de notre fille et je suis devenu un fardeau. Il y a 10 ans, quand Olivier a perdu toutes leurs économies dans une spéculation boursière et que Noémie était enceinte d'Antoine, j'ai décidé de les aider. J'ai vendu notre maison, où Isabelle et moi avions vécu pendant 30 ans, et j'ai acheté cette grande maison de 3 étages dans un bon quartier de Lyon. Je pensais que nous serions une famille, Noémie, Olivier, leur futur enfant et moi. Que nous dînerions ensemble, que nous discuterions des événements de la journée, que mon petit-fils passerait me voir pour un conseil ou simplement pour écouter des histoires. Comme je me trompais. Les premiers mois, tout allait relativement bien. Noémie et Olivier étaient reconnaissants, m'appelant le sauveur de la famille. Mais peu à peu, leur attitude a changé. D'abord, il y a eu de l'irritation face à mes habitudes. Je me levais trop tôt, je regardais la télé trop fort, je parlais trop du passé. Puis la gratitude a été remplacée par le sentiment qu'il me devait quelque chose, et ce sentiment s'est rapidement transformé en ressentiment. Quand Antoine est né, j'espérais que les choses changeraient, mais Noémie et Olivier ont pris soin de tenir leur fils à l'écart de moi. « Ne le prends pas dans tes bras, papa, tu pourrais le laisser tomber. Ne lui raconte pas ces histoires, elles sont trop sombres. Ne lui achète pas ce genre de jouets. Nous savons mieux que quiconque ce dont notre fils a besoin. » Au fil des ans, je suis devenu invisible dans ma propre maison. J'étais toujours le propriétaire sur l'acte de vente, mais je ne l'ai jamais rappelé une seule fois à ma fille et à mon gendre. Il me semblait que si j'étais assez patient, si j'étais assez serviable, il finirait par m'accepter. Je réparais les robinets qui fuyaient, je tondais la pelouse tant que je le pouvais, je faisais de petites réparations. Mais Olivier ne faisait que critiquer. « Tu fais tout de travers, Laurent. Ce sont des méthodes dépassées. Tu ferais mieux de ne pas y toucher. On appellera un spécialiste. » La photo d'Isabelle me regarde avec une question muette. Qu'aurait-elle dit si elle voyait comment je vis maintenant? Elle m'aurait probablement grondé pour avoir laissé ma fille me traiter de la sorte. Isabelle a toujours été plus forte que moi dans ce genre de situation. Je repose la photo sur la table de nuit et sors mes pilules. Je les prends.
Non pas parce que Noémie me l'a rappelé, but parce que je ne veux pas leur donner une raison de plus de penser que je suis un vieil homme sans défense. Des rires bruyants proviennent du salon. Ils regardent une comédie, riant ensemble comme une vraie famille, sans moi. Je m'allonge sur le lit sans me déshabiller et ferme les yeux. Demain sera un nouveau jour, en rien différent d'aujourd'hui. Je me réveillerai à l'aube, je prendrai mon petit déjeuner seul, je lirai peut-être le journal ou regarderai les informations du matin. Puis, Noémie partira au travail, Antoine ira à l'école, Olivier fera visiter des maisons à des acheteurs potentiels. Et je resterai ici, dans ma petite chambre, dans la maison que j'ai achetée mais qui n'a jamais été mon foyer. Avant de m'endormir, je repense à l'appartement d'Isabelle et moi, petit mais confortable. Chaque recoin y était rempli d'amour et de respect. Peut-être que c'est ça, un vrai foyer. Pas des murs et un toit, mais la relation entre les gens qui vivent sous ce même toit. Si c'est le cas, je suis sans abri depuis longtemps. Mercredi a commencé comme d'habitude. Je me suis réveillé à 5h30, alors qu'un silence d'avant l'aube régnait encore derrière ma fenêtre. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à dormir plus longtemps, une habitude héritée de mes années de travail. Mes articulations ont craqué en signe de protestation lorsque je me suis levé du lit. 78 ans, ce n'est pas rien. Mon corps me le rappelle chaque matin. J'ai mis doucement la bouilloire sur la plaque de cuisson dans mon coin cuisine improvisé. Pendant de nombreuses années, j'ai bu du café, mais Isabelle m'avait habitué au thé peu avant sa mort. « Laurent, disait-elle, le café te rend nerveux et avec ta tension, c'est un luxe inacceptable. » Comme toujours, elle avait raison. Ma routine matinale dure exactement 45 minutes. Thé, tartines à la confiture, pilule, douche, rasage. Les gestes sont rodés depuis des décennies et je les exécute machinalement, laissant mes pensées vagabonder. Aujourd'hui, je pensais à Isabelle, comme souvent le matin. Elle aimait les petits matins autant que moi. Parfois, nous nous asseyons sur la véranda de notre ancienne maison, buvant du thé et regardant la ville se réveiller. Nous ne disions pas un mot. Ce n'était pas nécessaire. À 7h, j'ai entendu la porte de la salle de bain claquer à l'étage. Olivier est toujours le premier à prendre sa douche, y passant au moins une demi-heure. Noémie suit, préparant le petit déjeuner pour elle et Antoine. Le dernier à descendre, généralement après 8h, est mon petit-fils, qui est toujours en retard à l'école. J'ai décidé de sortir pour ma promenade matinale avant que la maison ne s'emplisse d'agitation. J'ai enfilé un vieux manteau que Noémie avait tenté plusieurs fois de jeter par accident. « Papa, on dirait qu'il a été porté par ton grand-père. » Et je suis sorti par la porte de service qui mène directement de ma chambre au jardin. Le matin d'octobre m'a accueilli avec une humidité glaciale. Lyon ne bénéficie pas d'un temps chaud, même en été. Et à l'automne, il fallait supporter une humidité constante qui vous transperçait les os. J'ai marché lentement sur le chemin qui entoure la maison, profitant du silence. Ce sont mes moments de liberté, tant que je ne croise pas de regards désobligeants, que je n'entends pas de commentaires condescendants. Quand je suis rentré, Noémie et Antoine prenaient déjà leur petit déjeuner dans la cuisine. Olivier était toujours à l'étage, d'après les bruits. « Bonjour », dis-je en essayant de garder une voix enjouée. « Où étais-tu si tôt, papa ?» demanda Noémie, sans même me regarder. Elle se concentrait sur le beurre de ses tartines comme si le destin du monde en dépendait. Je marchais. Le docteur Phelps dit qu'une promenade quotidienne est bonne pour le cœur. Fais juste attention de ne pas attraper froid. On n'a pas le temps de t'emmener à l'hôpital. Son ton était aussi froid que l'air du matin. Antoine fredonnait, sans quitter son téléphone des yeux. Le garçon avait hérité des yeux d'Isabelle, clairs, gris-bleu. Parfois, quand je le regarde, je vois ma défunte femme, et mon cœur se serre de nostalgie et d'occasions manquées. Si Isabelle avait été en vie, les choses se seraient peut-être passées différemment. « Je ne vais pas attraper froid », répondis-je en essayant de plaisanter. À mon âge, chaque rhume peut être le dernier, alors je les garde pour les grandes occasions. Noémie leva les yeux au ciel, et Antoine ne remarqua même pas ma tentative de détendre l'atmosphère. Je me suis versé une tasse de thé de la théière commune, et je me suis assis dans le coin le plus éloigné de la table, ma place assignée tacitement. « Antoine, tu as fait tes devoirs de science ?» Noémie se tourna vers ses devoirs de mère. « Oui, maman », marmonna mon petit-fils, sans quitter l'écran des yeux. « Et l'histoire ?» Pause. « Antoine ?» « Presque », finit-il par répondre. « Il ne me reste plus qu'à écrire la conclusion. » «
presque signifie « non », soupira Noémie. « Dépêche-toi, il ne te reste que 15 minutes avant de partir. » Je bus mon thé en silence, observant cette scène quotidienne. Il y a 10 ans, quand je venais d'emménager avec eux, j'avais essayé d'aider Antoine à faire ses devoirs. L'histoire avait toujours été ma passion, et je pouvais parler pendant des heures de la Rome antique ou de la France médiévale. Mais Noémie avait rapidement étouffé ses tentatives. « Papa, le programme a changé depuis que tu es allé à l'école. Tu ne fais que l'embrouiller. » Olivier entra dans la cuisine, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine. Il avait toujours l'air de sortir d'un magazine pour hommes d'affaires prospères, un contraste saisissant avec ses réalisations professionnelles réelles. « Bonjour tout le monde. » Il embrassa Noémie sur la joue et ébouriffa les cheveux d'Antoine. Il me fit un signe de tête, un mouvement à peine perceptible, comme un passant croisé dans la rue. « J'ai un rendez-vous important avec les Dupont aujourd'hui, » dit-il en se versant une tasse de café. « Si tout se passe bien, la commission sera très intéressante. »« Ce sont ceux qui s'intéressent à la maison de la rue de 16 » demanda Noémie. « Oui, mais je prévois de leur montrer quelques autres options. Ils ont le budget pour quelque chose de plus haut de gamme. » Je remarquai que les yeux de ma fille s'illuminaient. Elle avait toujours rêvé de la vie luxueuse qu'Olivier lui avait promise, mais jamais offerte. Chaque grande affaire potentielle provoquait en elle cette réaction, un mélange d'espoir et de méfiance sous-jacente. « On a vraiment besoin de cet argent, » dit-elle plus bas. « La facture des frais de scolarité d'Antoine est arrivée hier, et c'est... »« Je sais, chérie, » l'interrompit Olivier. « Tout va bien se passer. Les Dupont sont des gens sérieux. Ils ne perdent pas de temps. » J'avais fini mon thé et je m'apprêtais à retourner dans ma chambre quand Noémie me dit « Papa, pourrais-tu ne pas utiliser la machine à laver aujourd'hui ? Madame Martin vient faire le ménage, et si tu provoques encore une inondation comme la dernière fois… » « Je n'ai pas provoqué d'inondation, » objectai-je. « C'est juste le tuyau de vidange qui a glissé, ça aurait pu arriver à n'importe qui. » « Bien sûr, » ricana Olivier, « comme tous les autres accidents dans cette maison. Tu te souviens quand tu as failli brûler la cuisine en laissant une casserole sur le feu ? C'était une seule fois, il y a 3 ans. Je sentis l'irritation monter en moi. Une fois mémorable parmi tant d'autres, lança Olivier en regardant sa montre. On devrait y aller. Antoine, dépêche-toi, je te dépose à l'école. Ils s'agitèrent, rassemblant leurs sacs, vérifiant leurs téléphones et leurs clés. 5 minutes plus tard, la maison était vide et j'étais seul. Ces moments de solitude étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Personne ne me regardait avec agacement, mais le silence était un rappel de mon peu d'importance dans la vie de ma famille. J'ai décidé de m'occuper du linge, malgré l'interdiction de Noémie. Mes vêtements avaient besoin d'être lavés et Madame Martin ne toucherait de toute façon pas à ma chambre. Une règle tacite établie par ma fille. Papa a ses propres habitudes. Mieux vaut ne pas toucher à son territoire, disait-elle. Ce qui signifiait en réalité « ne perds pas ton temps avec le vieil homme ». Après avoir chargé la machine à laver, je suis retourné dans ma chambre et j'ai sorti une vieille boîte en bois du placard. Elle contenait mes biens les plus précieux. L'alliance d'Isabelle, qu'elle avait enlevée peu avant sa mort. Mes doigts gonflent, Laurent, et je ne veux pas qu'on la coupe à l'hôpital. Quelques vieilles photographies, des lettres, et mon principal trésor. La montre de poche de mon père. Cette montre était la seule chose de valeur que mon père avait pu me transmettre. Un simple boîtier en acier avec une gravure à l'intérieur du couvercle. Le temps n'attend personne, mais le temps guérit. LD. Les initiales de mon père, Laurent Dubois. La montre ne fonctionnait plus depuis des années, mais je la gardais comme un rappel de mes racines. Seulement, il n'y avait pas de montre dans la boîte. J'ai vérifié le contenu 2 fois, puis j'ai tout vidé sur le lit. L'alliance, les photos, les lettres, tout était là. La montre avait disparu. Ma première pensée fut que j'avais oublié où je l'avais mise. À mon âge, l'oubli n'est pas rare, même si je luttais contre. J'ai fouillé la table de nuit, le placard. J'ai même regardé sous le lit. Rien. La montre avait tout simplement disparu, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Quelqu'un était entré dans ma chambre et l'avait prise. Je me suis assis sur le lit, essayant de rassembler mes esprits. Qui aurait pu prendre la montre ? Personne ne connaissait sa valeur sentimentale pour moi et n'y toucherait. Olivier se tiendrait à l'écart de mes affaires, comme s'il avait peur d'attraper la vieillesse. Restait Antoine.
Le garçon avait toujours eu une curiosité morbide pour les mécanismes, démonter des téléphones, casser des jouets pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je l'avais vu plusieurs fois rôder près de ma chambre quand je pensais que personne n'était à la maison. Je suis monté au 2e étage et je me suis arrêté devant la porte de la chambre d'Antoine. Y entrer sans permission était une violation des règles tacites de la maison. Mais il s'agissait de la montre de mon père, la seule chose qui me reliait à lui. J'ai ouvert doucement la porte. La chambre ressemblait à un champ de bataille. Vêtements éparpillés, manuels scolaires, boîtes de pizza. Il y avait une tour d'assiettes sales sur la table et les murs étaient couverts d'affiches de musiciens à l'air agressif. J'ai commencé à regarder prudemment dans la pièce en essayant de ne rien toucher. Les tiroirs du bureau, les étagères, la table de chevet. Rien. Alors que j'allais partir, j'ai remarqué le bord de quelque chose de métallique qui dépassait de sous le lit, me penchant avec difficulté. Mon dos n'était plus ce qu'il était. J'ai vu le boîtier en acier familier de ma montre. Elle était partiellement démontée, le couvercle séparé du boîtier. Quelques rouages gisaient à proximité. J'ai senti la colère monter en moi. Pas tant pour le vol, mais pour la manière désinvolte avec laquelle le garçon avait traité un héritage familial. Rassemblant les pièces, je suis retourné dans ma chambre. Mes mains tremblaient d'excitation et d'indignation. Qu'allais-je faire ? Une confrontation avec Antoine mènerait inévitablement à un scandale dans lequel Noémie et Olivier prendraient le parti de leur fils. Ils l'ont toujours fait. J'ai décidé d'attendre le retour d'Antoine de l'école et de lui parler seul à seul. Peut-être que si je l'abordais de manière mature et non accusatrice, il se rendrait compte que ce qu'il avait fait était mal. La journée s'est éternisée. J'ai essayé de lire, mais mes pensées revenaient sans cesse à la montre et à la conversation à venir. À 3 heures de l'après-midi, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Antoine était de retour. Je lui ai laissé le temps de monter dans sa chambre et de constater sa perte. 15 minutes plus tard, je suis monté à l'étage et j'ai frappé à sa porte. « Quoi ?» répondit une voix mécontente. « Antoine ? Je peux entrer ? J'ai besoin de te parler, » dis-je aussi calmement que possible. « Je suis occupé, » cria-t-il. « C'est important. C'est à propos de ma montre. » Une pause. Puis, à contre-cœur, « Entrez. » Antoine était assis à son ordinateur, faisant semblant d'être absorbé par le jeu. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis resté dans l'embrasure. « J'ai trouvé ma montre sous ton lit, » dis-je sans préambule. Elle était démontée. « Et alors ? Il ne s'est même pas retourné. C'est la montre de mon père. Elle m'est très chère en tant que souvenir. J'aimerais savoir pourquoi tu l'as prise sans demander. » « Je n'ai pas pris ta stupide montre, lâcha Antoine. Tu l'as peut-être mise là et tu as oublié. Tu oublies des choses. Antoine, je ne suis pas en colère. Je veux juste savoir pourquoi. J'ai dit que je ne l'ai pas prise. Il se retourna enfin. Son visage était crispé par la colère. Tu m'accuses de vol. Maman va la prendre. Je ne t'accuse pas. Je veux juste... Sors de ma chambre, maintenant. J'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de conversation. D'un signe de tête, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Mon cœur battait la chamade. Ma bouche était sèche. La confrontation que j'avais redoutée s'était produite quand même, et elle s'était terminée de manière prévisible. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de remonter la montre, mais il manquait des pièces. Peut-être étaient-elles restées dans la chambre d'Antoine, où le garçon les avait-il jetées sans se rendre compte de leur valeur. À 6 heures, j'ai entendu Noémie rentrer. Olivier est arrivé presque immédiatement après elle. Je suis resté dans ma chambre, sachant qu'Antoine se plaindrait certainement de moi. L'attente ne fut pas longue. 10 minutes plus tard, on frappa sèchement et avec autorité à ma porte. « Entrez », dis-je, me préparant à une conversation désagréable. Noémie entra, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, papa ? Pourquoi accuses-tu Antoine de vol ?»« Je ne l'ai pas accusé, » répondis-je, en essayant de parler calmement. « J'ai trouvé ma montre dans sa chambre démontée. Je me suis juste demandé pourquoi il l'avait prise. Pourquoi es-tu même entré dans sa chambre ? Tu connais les règles. L'espace personnel est inviolable. »« Et mon espace personnel ?» objectai-je. « Quelqu'un est entré dans ma chambre et a pris mes affaires. Antoine dit qu'il n'a pas pris ta montre. » Noémie croisa les bras sur sa poitrine. « Et je crois mon fils. Alors comment s'est-elle retrouvée sous son lit ? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as mise là toi-même et que tu as oublié à ton âge.
Je ne suis pas un vieil homme sénile, Noémie. Je sentis la colère monter en moi. Et je sais que je n'ai pas mis ma montre sous le lit d'Antoine. Arrête, haussa-t-elle la voix. Je ne te laisserai pas accuser mon fils. Si tu ne peux pas garder tes affaires, c'est ton problème. Elle se retourna et sortit en claquant la porte. Je suis resté assis, serrant la montre démontée dans mes mains. Un sentiment d'injustice et d'impuissance m'envahit. Après un moment, je n'avais pas remarqué exactement combien de temps. J'ai entendu des voix dans le salon. Noémie et Olivier parlaient sans se soucier particulièrement d'être entendus. Je me suis approché de la porte et j'ai écouté. « Je n'en peux plus, » dit Noémie. « Il devient de plus en plus bizarre. Maintenant, il accuse Antoine. »« Ça fait longtemps que je dis qu'il faut faire quelque chose, » dit Olivier. « Sa place est dans une maison de retraite où des professionnels pourront s'occuper de lui. Tu sais combien ça coûte? On n'en a pas les moyens. Il a quelques économies. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour le début. Ensuite, on pourra vendre ses affaires, ses vieux meubles. » Je sentis le sang se retirer de mon visage. Il discutait de la façon de se débarrasser de moi avec mon propre argent. « Je ne sais pas, Olivier. » La voix de Noémie semblait incertaine. « C'est mon père. »« Chérie, tu as dit toi-même à quel point sa présence te pèse, à quel point tu es fatigué de t'occuper de lui. Ne serait-ce pas mieux pour tout le monde si des personnes spécialement formées s'occupaient de lui? » « Peut-être que tu as raison. » Noémie soupira. « Je suis vraiment fatigué. Je me demande tous les jours s'il a oublié d'éteindre le gaz, s'il est tombé dans la baignoire. »« Tu vois ?» La voix d'Olivier devint enthousiaste. « C'est la solution à tout. Il recevra des soins professionnels et nous serons libres. Je me renseignerai sur les options dès demain. » Je m'éloignai de la porte, sentant tout se glacer en moi. C'est donc ainsi qu'il voita la solution au problème. M'envoyer dans une maison de retraite à mes propres frais. Se débarrasser du fardeau. Une pensée amère me traversa l'esprit. Ils ne savent même pas que je suis toujours propriétaire de la maison. Quand je l'ai achetée il y a 10 ans, j'allais la mettre au nom de Noémie. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'intuition. Peut-être le conseil de l'avocat, Vincent Bernard. Ne te précipite pas, Laurent. Le temps arrangera les choses. Je n'ai jamais rappelé à ma fille que légalement, la maison était à moi. Il ne me semblait pas juste de l'utiliser comme un moyen de pression. J'avais espéré que notre relation serait basée sur l'amour et le respect, pas sur la peur de perdre le toit au-dessus de leur tête. Comme je me trompais. Assis dans la pénombre de ma chambre, serrant la montre démontée de mon père dans mes mains, j'ai pris une décision. Je devais appeler Vincent. Mon vieil ami m'avait toujours donné de bons conseils, et j'avais besoin de son aide maintenant plus que jamais. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Vincent a répondu après la 3e sonnerie. « Laurent, quelle bonne surprise. Comment vas-tu, vieux loup de mer ?»« Pas si bien, Vincent, répondis-je doucement. J'ai besoin de ton aide. Professionnelle. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de mon ami devint aussitôt sérieuse. « Je veux vendre la maison. Le plus vite possible. » Jeudi matin, le temps était étonnamment ensoleillé pour un mois d'octobre à Lyon. Les rayons du soleil traversaient les fins rideaux de ma chambre, dessinant des motifs fantaisistes sur le tapis usé. J'avais passé la majeure partie de la nuit éveillé, réfléchissant à ma conversation avec Vincent et aux mesures à prendre. « La maison est bien à toi, Laurent », m'avait dit Vincent au téléphone hier. J'ai vérifié tous les papiers. Tu ne l'as jamais cédée à Noémie, même si tu avais l'intention de le faire. Légalement, tu peux en disposer comme bon te semble. « À quelle vitesse peux-tu la vendre ?» avais-je demandé, ressentant un étrange mélange de détermination et de tristesse. « Très rapidement, si tu le souhaites. J'ai plusieurs acheteurs potentiels en tête. Tu te souviens d'Horace Lefebvre, n'est-ce pas? Il s'intéresse depuis longtemps aux propriétés de ton quartier pour agrandir sa chaîne de magasins. » Horace Lefebvre. Le nom me semblait familier. Le propriétaire d'une chaîne de magasins de bricolage, un homme d'affaires prospère réputé pour ne pas laisser passer une bonne affaire. Vincent m'a expliqué qu'Horace était prêt à payer au-dessus du prix du marché pour une maison si bien située pour son nouveau magasin phare. J'ai demandé à Vincent d'organiser une réunion pour le lendemain. Plus vite ce serait réglé, mieux ce serait. Passer de nombreux jours de plus sous le même toit que des gens qui prévoyaient de se débarrasser de moi était au-dessus de mes forces. À 9 heures, j'ai entendu... La porte d'entrée a claqué. Noémie était partie au travail. 15 minutes plus tard, Olivier est parti à son tour. Antoine était censé être à l'école,
Mais au son de la musique provenant de l'étage, il était toujours à la maison, séchant probablement les cours, ce qui arrivait de plus en plus souvent ces derniers temps. Je me suis levé, je me suis habillé et je suis monté à l'étage avec détermination. Je devais récupérer ma montre et maintenant que Noémie et Olivier n'étaient pas à la maison, c'était le moment idéal pour le faire. La porte de la chambre d'Antoine était entr'ouverte. J'ai frappé, mais il n'y a pas eu de réponse. La musique jouait trop fort. J'ai jeté un coup d'œil prudent à l'intérieur. Antoine était assis dos à moi à son bureau, penché sur quelque chose, ses écouteurs l'isolant complètement du monde extérieur. Je suis entré doucement et j'ai immédiatement vu ma montre. Elle était sur la table juste devant lui, complètement démontée. Les petites pièces du mouvement étaient étalées sur une feuille de papier et Antoine essayait de faire quelque chose avec le balancier à l'aide d'une pince à épiler. « Antoine !» ai-je appelé en m'approchant. Il sursauta et se retourna, arrachant ses écouteurs. « Mais qu'est-ce que tu fous à m'espionner ?» Son visage était crispé par la colère et la peur. « Je suis venu pour ma montre, dis-je calmement. Tu l'as prise sans permission et tu l'as démontée. »« Je n'ai rien pris. » Il se leva d'un bond, couvrant la table. « Sors de ma chambre. »« Antoine, je vois la montre. Elle est juste derrière toi sur la table. »« C'est ma montre. Je l'ai achetée au marché aux puces. »« C'est la montre de mon père. » J'ai gardé ma voix calme, même si je bouillais intérieurement. Il y a une gravure à l'intérieur du couvercle. Le temps n'attend personne, mais le temps guérit. LD. Les initiales de mon père. Antoine fut déconcerté un instant, mais se ressaisit rapidement. Je ne connais aucune gravure. C'est ma montre et je peux en faire ce que je veux. Il attrapa le téléphone et commença à composer un numéro. Maman, papy est encore entré par effraction dans ma chambre. Il m'accuse de... Oui, viens vite. Antoine jeta le téléphone sur le lit et croisa les bras sur sa poitrine, me regardant d'un air de défi. T'es fini maintenant, le vieux. Maman a dit qu'elle rentrait. Je soupirai. La conversation avait tourné au pire scénario, mais je n'allais pas reculer. C'était la montre de mon père, et je ne pouvais pas laisser un héritage familial entre les mains d'un gamin qui n'en comprenait même pas la valeur. J'attendrai Noémie ici, dis-je en m'asseyant sur le bord du lit, et nous réglerons cette situation ensemble. Nous sommes restés assis dans un silence tendu pendant une vingtaine de minutes. Enfin, la porte a claqué en bas et on a entendu des pas rapides dans l'escalier. « Antoine ?» La voix de Noémie semblait inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle apparut dans l'embrasure de la porte, essoufflée, les cheveux en désordre. Quand elle me vit assis sur le lit de son fils, elle pâlit de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. « Il est encore entré par effraction dans ma chambre ?» Antoine passa instantanément à l'offensive. Il m'accuse d'avoir volé une montre. Pas n'importe quelle montre, la montre de mon père, dis-je en me levant. Antoine l'a prise dans ma chambre sans permission et l'a démontée. Elle est juste là, sur la table. Noémie regarda la table où la montre démontée était effectivement posée, puis se tourna vers moi. « Papa, on a déjà parlé de ça hier. Antoine a dit qu'il n'avait pas pris ta montre, et je le crois. »« Noémie, regarde la montre, dis-je en montrant la table. Regarde la gravure à l'intérieur du boîtier. Ce sont les initiales de mon père, ton grand-père. »« Il n'y a pas de gravure, intervint rapidement Antoine. C'est ma montre. Je l'ai achetée au marché aux puces. » Noémie s'approcha de la table et souleva le couvercle de la montre. Je vis ses yeux s'écarquiller un instant en voyant la gravure. « Antoine ?» dit-elle doucement. « Cette montre est bien celle de papy. Il y a la gravure dont il parlait. » Je ne savais pas. Antoine passait maintenant à une autre tactique. Je l'ai trouvée par terre dans le couloir et j'ai cru qu'elle n'était à personne. L'histoire était si ridicule que même Noémie ne semblait pas convaincue, mais au lieu de demander des comptes à son fils, elle se tourna vers moi. « Papa, pourquoi es-tu encore entré dans la chambre d'Antoine sans permission ? On avait convenu hier que l'espace personnel était inviolable. »« Et mon espace personnel ?» objectai-je. « Antoine est entré dans ma chambre. Il a pris mes affaires. » « Je ne suis pas entré dans ta chambre, » cria Antoine. « J'ai trouvé une montre dans le couloir. »« Ça suffit, » haussa la voix Noémie. « J'en ai assez de ces accusations sans fin. Papa, tu n'as plus le droit d'entrer dans la chambre d'Antoine sans sa permission. Plus jamais, tu comprends ? Et ma montre ? demandai-je. Elle est toujours démontée. Antoine ne sait même pas comment la remonter. Antoine, s'il te plaît, rends la montre à papy, dit Noémie.
comme si elle me faisait une immense faveur. Elle lui appartient. Mais je n'ai pas encore fini avec, gémit Antoine. Rends la montre. Sa voix devint plus dure. Antoine rassembla à contre-cœur les pièces de la montre dans un petit récipient en plastique et me le tendit sans me regarder dans les yeux. Tiens, prends ta camelote. Je pris le récipient, sentant une vague de colère monter en moi. Pas seulement à cause de la montre, mais à cause de l'attitude. Un mépris total pour les sentiments des autres, pour la propriété des autres. Papa, nous devons avoir une discussion sérieuse, continua Noémie. Ce qui s'est passé ces derniers jours est inacceptable. Tu as envahi l'intimité d'Antoine, tu l'as accusé de vol. Il avait la montre, Noémie, l'interrompis-je. Il l'a prise sans permission, c'est un fait. Il y a peut-être eu un malentendu, fit-elle une pause, mais le fait est que tu deviens difficile. Parfois je pense que que tu perds un peu la tête. Ces mots me firent plus mal que prévu, non pas parce que j'avais peur de perdre la raison. J'étais bien conscient de mes capacités cognitives, mais parce que ma propre fille l'utilisait comme une arme contre moi. « Je suis en parfaite santé, Noémie, répondis-je calmement, et je me souviens exactement où je mets mes affaires. Papa, s'il te plaît, soupira-t-elle, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je comprends qu'à ton âge, il soit difficile d'admettre certains changements. Mais nous voyons tous que tu deviens oublieux, parfois agressif. Je pense que nous avons tous besoin de nous calmer, dit Noémie après une pause. Papa, s'il te plaît, va dans ta chambre. Nous parlerons plus tard, quand tu seras dans un état plus adéquat. Je regardais ma fille. Son visage était déterminé. Mais je vis autre chose dans ses yeux. De la peur, de la culpabilité. C'était difficile à dire, mais une chose était claire. Elle ne me voyait plus comme un père. J'étais un problème à résoudre. Je pars, Noémie, dis-je doucement. Pas de la chambre, de la maison. Quoi? Elle semblait stupéfaite. De quoi tu parles? J'ai entendu votre conversation avec Olivier hier soir, sur la façon dont vous prévoyez de m'envoyer dans une maison de retraite à mes propres frais. Noémie pâlit. Papa, tu as mal compris. Nous ne faisions que discuter des options. J'ai bien compris, répondis-je, et je pars tout de suite. Où vas-tu? C'est stupide. Il y avait une note de panique dans sa voix. Tu ne peux pas partir comme ça. Si, je peux. Et je le fais. Je quittai la chambre d'Antoine et descendis dans ma chambre. J'ai rapidement rassemblé l'essentiel. Vêtements, papiers, une photo d'Isabelle. Tout tenait dans une seule valise. Quand je suis remonté avec la valise, Noémie se tenait dans le hall, les bras croisés sur la poitrine. « C'est une sorte de manifestation stupide ?» demanda-t-elle. « Tu penses que je vais te supplier de rester ?»« Non, Noémie, je pars, c'est tout. »« Et pour aller où ?» Sa voix était pleine de sarcasme. « Tu as un endroit où aller ?»« J'en ai un, » répondis-je calmement. « Et ne t'inquiète pas, je ne serai plus un fardeau pour toi et ta famille. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Olivier entra. Il me regarda avec surprise, puis la valise. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Papa s'en va, » dit Noémie. « Il a dit qu'il nous avait entendu parler de la maison de retraite hier soir. » Olivier parut embarrassé un instant, mais se ressaisit rapidement. « Laurent, tu as mal compris. Nous discutions des options pour ton bien. À ton âge... » « Ne te fatigue pas, Olivier, » l'interrompis-je. J'ai parfaitement compris. Je me suis dirigé vers la porte. Noémie et Olivier échangèrent un regard, ne sachant manifestement pas comment réagir. Ils s'attendaient à un scandale, des larmes, une supplication pour rester, mais pas à une sortie tranquille. « Papa, tu ne peux pas partir comme ça, » fit une dernière tentative Noémie. « Asseyons-nous et parlons comme des adultes. »« Il est trop tard pour parler, Noémie, » répondis-je en ouvrant la porte. « Adieu. » Je sortis sur le porche et j'entendis Olivier crier derrière moi « Ce sera enfin juste notre maison !» Je ne me suis pas retourné et je n'ai pas répondu. Le taxi que j'avais appelé attendait au bord du trottoir. Le chauffeur m'aida à charger ma valise dans le coffre. « Où allons-nous » demanda-t-il. « 21 rue Victor Hugo » répondis-je. Le bureau de maître Vincent Bernard. La voiture démarra et je ne me retournai pas vers la maison que j'avais autrefois achetée avec tant d'espoir. L'avenir était incertain, mais certainement plus digne que le passé. Vincent m'attendait à l'entrée de son immeuble de bureau. Nous sommes montés dans son bureau où se trouvait déjà Horace Lefebvre, un homme grand et élégant aux cheveux gris et au regard perçant. Après avoir échangé des salutations, nous sommes entrés dans le vif du sujet.
Vincent a posé sur la table les documents de vente de la maison. Horace les a étudiés attentivement, hochant la tête à certaines de ses propres pensées. « Le prix dont nous avons discuté avec Vincent vous convient-il » demanda-t-il en me regardant. Il était bien au-dessus de la valeur marchande de la maison. Horace voulait vraiment la propriété. « Oui, ça me convient, répondis-je. »« Bien, sourit Horace. Je propose que nous concluions l'affaire aujourd'hui. Ma banque a déjà préparé le virement. Il ne me manque que votre signature. » Je pris le stylo et réfléchis un instant. Étais-je sûr? La maison que j'avais achetée pour ma famille allait maintenant devenir un magasin. Tous les espoirs, tous les projets d'une vie heureuse ensemble. Mais je me suis souvenu des 10 dernières années. L'humiliation quotidienne, la négligence, les derniers mots d'Olivier. « J'en suis sûr, dis-je, et je signai le contrat. » Horace le signa aussi, puis sortit son téléphone et passa un appel rapide. « Le virement sera effectué dans l'heure, » dit-il en terminant l'appel. « Y a-t-il quelqu'un qui y vit actuellement ?»« Ma fille et sa famille, » répondis-je. « Ils ne sont pas au courant de la vente. »« Je comprends, » hocha la tête Horace. « Normalement, nous donnons aux locataires 30 jours pour déménager, mais dans ce cas, disons que je dois commencer les travaux le plus tôt possible. Je peux leur donner 3 jours. Ce sera indiqué sur l'avis que j'enverrai aujourd'hui. » 3 jours, c'est amplement suffisant, acceptai-je. Quand Horace sortit pour passer un autre appel, Vincent me regarda avec compréhension. « Que comptes-tu faire maintenant, Laurent ?» demanda-t-il. « Prendre un appartement, répondis-je. Quelque chose de petit, mais confortable. Peut-être près du centre. »« Je connais un agent immobilier, sourit Vincent. Un bon, pas comme ton beau-fils. Je peux l'appeler tout de suite et tu auras un nouveau logement d'ici ce soir. » Merci, mon ami. J'étais sincèrement reconnaissant. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Le lendemain a commencé de manière inhabituelle pour moi. Je ne me suis pas réveillé dans ma petite chambre chez Noémie, mais dans la chambre d'amis de Vincent. C'était une pièce spacieuse avec de hauts plafonds et une grande fenêtre donnant sur le jardin bien entretenu. Personne ne claquait les portes au-dessus de ma tête. Personne ne mettait la musique à fond. Personne ne parlait sur un ton plein d'irritation. Le silence et la paix étaient des sensations oubliées depuis longtemps. Esther, la femme de Vincent, avait préparé le petit déjeuner, des tartines avec du beurre et de la confiture et un café au lait bien fort. Elle s'agitait autour de moi, me resservant et me demandant comment je me sentais. Il y avait une réelle préoccupation dans ses yeux, pas l'irritation à laquelle j'étais habitué. « Tu as l'air reposé, Laurent, » dit Vincent en s'asseyant en face de moi avec une tasse de café. « Comment as-tu dormi ?»« Mieux que depuis 10 ans, avouai-je. Merci pour votre hospitalité. » « Quelle hospitalité ?» rejeta Esther. « Tu es de la famille, Laurent. Tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu en auras besoin. » La famille. Je n'associais plus ce mot à Noémie, Olivier et Antoine. Maintenant, il prenait un nouveau sens, des gens qui se soucient vraiment de vous, qui vous respectent. « Horace a appelé ce matin, » dit Vincent en entrant dans le vif du sujet. « L'argent a déjà été viré sur ton compte. Il a également envoyé un avis officiel à ta fille et à son mari. Il devrait le recevoir cet après-midi. » J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange d'émotions. D'un côté, justice avait été rendue. De l'autre, il s'agissait de ma fille et de mon petit-fils, que j'avais autrefois aimé inconditionnellement, que j'aimais toujours malgré tout. « Tu es sûr que 3 jours suffisent ?» demandai-je. « J'aurais peut-être dû leur donner plus de temps ?» Vincent secoua la tête. « Laurent, ils prévoyèrent de te mettre dans une maison de retraite en utilisant ton propre argent, sans ton consentement. Ce n'est pas seulement de l'ingratitude. C'est de l'abus financier sur une personne âgée. Dans certains cas, c'est considéré comme une infraction pénale. « Vincent a raison, mon cher, » ajouta doucement Esther. « Je sais que c'est ta fille. Vu la façon dont ils t'ont traité, c'est impardonnable. » Je soupirai. Ils avaient fait raison, mais mon cœur me faisait encore mal. « De toute façon, c'est réglé, dis-je. Qu'en est-il de l'appartement ? Ton agent a-t-il trouvé quelque chose ? » « Oui. Et c'est une perle, » dit Vincent en s'éclaircissant. « Un petit appartement mais très confortable dans une rue calme, à 2 pas du parc de la Tête d'Or et de la bibliothèque. 2e étage, ascenseur. Le propriétaire est un vieil ami à moi, un homme bon. Il est prêt à te le louer à un prix raisonnable à partir d'aujourd'hui. Si tu veux, on peut aller le voir après le petit déjeuner. » « Ça me semble merveilleux, souris-je, sentant l'anxiété s'estomper lentement.
L'appartement était exactement comme Vincent l'avait décrit, lumineux, spacieux, avec des meubles modernes et tout ce dont j'avais besoin. La fenêtre du salon donnait sur une rue calme avec des arbres bien entretenus. Le propriétaire, un monsieur âgé nommé Archibald Petit, me le fit visiter personnellement et me remit les clés. « Bienvenue, monsieur Dubois », dit-il en me serrant la main. « J'espère que vous serez à l'aise ici. »« Merci, monsieur Petit. Je suis sûr que je serai heureux ici. » À 15 heures, j'étais installé dans mon nouvel appartement. Esther m'aida à organiser mes affaires et Vincent apporta quelques livres de sa bibliothèque pour que je ne m'ennuie pas. Je me sentais étrange, comme si j'avais rajeuni de 10 ans après m'être débarrassé du poids de l'humiliation quotidienne. « Tout va bien, Laurent ?» demanda Vincent avant de partir. « Je peux rester si tu veux. »« Je vais bien, mon ami, » l'assurai-je. J'avais besoin d'un peu de temps seul pour digérer tout ce qui s'était passé. Il hocha la tête avec compréhension et me serra dans ses bras pour me dire au revoir. « Appelle-moi n'importe quand et viens dîner demain » insista Esther. Après le départ de Vincent, je me suis assis dans un fauteuil près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai ouvert un des livres qu'il avait apporté. Mais mes pensées revenaient sans cesse à Noémie, Olivier et Antoine. Je me demandais s'ils avaient déjà reçu la vie. Comment avaient-ils réagi? Une partie de moi voulait le savoir. L'autre partie de moi préférait ne plus jamais penser à eux. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Le nom de Noémie s'afficha à l'écran. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces, et je répondis « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Noémie était pleine de rage. « On vient de recevoir une sorte d'avis d'expulsion. Il dit que tu as vendu la maison. »« C'est vrai, Noémie, » répondis-je calmement. « J'ai vendu la maison. »« Tu, halta-t-elle d'indignation. « Tu n'avais pas le droit. Cette maison est à nous. Tu nous l'as donnée il y a 10 ans. » Je n'ai jamais transféré l'acte de propriété à ton nom, Noémie. Légalement, la maison a toujours été la mienne. Il y eut une brève pause. Puis Noémie explosa avec une vigueur renouvelée. « Il doit y avoir une erreur. Tu n'aurais pas pu. C'est impossible. Nous vivons ici depuis 10 ans. Nous avons des droits. En tant que locataire, oui, concédai-je. C'est pourquoi on vous a donné 3 jours pour déménager. »« 3 jours, se mit-elle à crier. Tu es fou ? Où allons-nous aller en 3 jours? Où allons-nous vivre? Et nos affaires? Tu aurais pu y penser plus tôt, quand vous prévoyiez de m'envoyer dans une maison de retraite en utilisant mon propre argent, dis-je doucement. Il y eut une autre pause. Je pouvais presque sentir physiquement qu'elle cherchait ces mots. « Tu as surpris notre conversation avec Olivier ?» Sa voix se fit plus basse. « C'était juste une conversation, papa. Nous envisagions des options. »« Des options pour vous débarrasser de moi, finis-je pour elle, en utilisant mes économies de toute une vie. »« Tu as tout faux, s'exclama-t-elle. Nous nous inquiétions pour toi. Tu deviens oublieux, irascible. »« Ça suffit, Noémie, l'interrompis-je. Je ne veux plus en discuter. La maison est vendue, l'argent a été viré. Vous avez 3 jours pour trouver un nouveau logement. »« Papa, s'il te plaît. » Il y avait une note suppliante dans sa voix. « Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Qu'est-ce qui va arriver à Antoine ? Tu veux que ton petit-fils vive dans la rue ? Tu as un bon travail. Olivier a un bon travail. Vous trouverez un endroit où vivre, dis-je. Et n'essaie pas de me faire pression par l'intermédiaire d'Antoine. Ce garçon ne m'a jamais vu comme un grand-père, juste comme un vieil homme ennuyeux. Tu es un monstre, lâcha-t-elle. Je n'aurais jamais pensé que mon père était capable d'une telle cruauté. Et je n'aurais jamais pensé que ma fille planifierait comment se débarrasser de son père, rétorquai-je. Apparemment, nous nous sommes tous les deux trompés. J'entendis un sanglot à l'autre bout du fil. Noémie pleurait de colère, de désespoir, de la prise de conscience qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. « Qui a acheté la maison ?» demanda-t-elle finalement en essayant de se ressaisir. « Peut-être qu'on peut négocier un délai plus long avec le nouveau propriétaire. »« Horace Lefebvre, répondis-je. Il prévoit d'y ouvrir le magasin phare de sa chaîne. La rénovation doit commencer dans 3 jours. »« Un magasin ?» Sa voix s'éteignit. « Tu as vendu notre maison pour un magasin ? » ?»« C'était ma maison, Noémie. »« Eh oui, ce sera maintenant un magasin. » J'entendis quelque chose se briser en arrière-plan, puis la voix forte d'Olivier retentit. « Donne-moi le téléphone. Je vais parler à ce vieux filou moi-même. » Il y eut un bruissement, et maintenant Olivier criait dans mon oreille. « Laurent, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je vais te poursuivre en justice. C'est une fraude. Tu nous as escroqués. »
Olivier, tu es agent immobilier, lui rappelai-je. Tu aurais dû vérifier l'acte de propriété de la maison avant de la considérer comme tienne. C'est ton obligation professionnelle. Mais, balbutia-t-il. Tu nous as laissé croire qu'elle était à nous. Tu as dit que tu l'achetais pour Noémie. Je n'ai jamais dit que je la mettais à son nom. Vous en avez tiré cette conclusion et n'avez pas pris la peine de vérifier. Tu vas le regretter, Laurent, grogna Olivier. Je trouverai un moyen de contester cette transaction. J'ai des relations. Bonne chance, dis-je calmement. Vincent Bernard s'est assuré que la transaction était parfaitement légale. Tu peux consulter un avocat si tu veux gaspiller plus d'argent. J'entendis Olivier jurer, puis Noémie reprit le téléphone. Papa, s'il te plaît, parlons calmement. Je peux venir chez toi et nous pourrons en discuter face à face. Ce n'est pas la peine, Noémie, dis-je. Tout est déjà décidé. Utilisez le temps qui reste pour trouver un nouveau logement et faire vos cartons. Mais 3 jours, c'est impossible. Où allons-nous mettre tous les meubles et les affaires? Nous avons accumulé tellement de choses en 10 ans. C'est votre problème, dis-je fermement. Tout comme les projets de m'envoyer dans une maison de retraite étaient-ils vos problèmes. C'est chacun pour soi maintenant. Je raccrochai sans attendre de réponse. Le téléphone sonna immédiatement à nouveau, mais je ne répondis pas. 1 minute plus tard, un message arriva. Tu vas le regretter, papa. Je te jure que tu le regretteras. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à mon livre, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon imagination me peignait des tableaux de ce qui se passait dans mon ancienne maison. Noémie courant dans les pièces, criant sur Olivier, l'accusant de ne pas avoir vérifié les papiers. Olivier appelant ses contacts, essayant de trouver une faille juridique. Antoine assis dans sa chambre, probablement en train de démonter quelque chose d'autre qui ne lui appartenait pas. L'appel suivant est arrivé vers 6 heures du soir. Cette fois, c'était Vincent. « Laurent, comment vas-tu » demanda-t-il avec inquiétude. « Ta fille m'a appelé, elle était très émotive. »« J'imagine, soupirai-je. Qu'a-t-elle dit ?»« Principalement des menaces de poursuites judiciaires, exigeant une explication sur la façon dont j'ai pu t'aider à mettre ta propre famille à la rue, » ricana Vincent. Je lui ai expliqué le côté juridique des choses et je lui ai conseillé de ne pas perdre de temps et d'argent en procès inutiles. « Merci, mon ami. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. »« Ne t'excuse pas, » rejeta-t-il. « Je suis heureux d'aider à rendre justice. Au fait, Horace a appelé aussi. Il a dit que ton gendre était venu le voir, essayant de se proposer comme agent immobilier pour ses futures transactions en échange d'une prolongation de l'expulsion. Et Horace ? Il l'a refusé, bien sûr. Il a dit qu'il avait déjà un agent fiable et que le calendrier de rénovation était fixé. Il semble que ton gendre ne l'ait pas impressionné par son professionnalisme. J'ai imaginé cette scène. Olivier, toujours si sûr de lui, essayant d'utiliser son charme sur Horace Lefebvre, un homme connu pour son sens des affaires et son aversion pour les amateurs. Et Horace a également mentionné qu'il avait vu une annonce de vente urgente de meubles à l'adresse de ton ancienne maison, ajouta Vincent. On dirait qu'ils ont déjà commencé à se débarrasser des choses qu'ils ne peuvent pas déménager. C'était à prévoir. La maison a accumulé beaucoup de choses au fil des ans, et la plupart, ils ne pourront pas les emporter, surtout s'ils emménagent d'urgence dans un appartement. Le soir, j'ai décidé de marcher jusqu'au parc pour me vider la tête. La journée avait été intense sur le plan émotionnel et j'avais besoin de rassembler mes esprits. Lyon était magnifique au crépuscule, les vieux bâtiments illuminés par la douce lumière des lampadaires, les rues calmes, l'atmosphère paisible. Je me suis assis sur un banc du parc, regardant les couples se promener bras dessus bras dessous, les mères avec des poussettes, les adolescents en skateboard, la vie ordinaire de gens ordinaires. J'ai eu une vie comme ça aussi, avec Isabelle, avec la petite Noémie. Nous étions heureux jusqu'à ce que la mort emporte ma femme. Peut-être que c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Noémie m'a reproché de ne pas avoir pu sauver sa mère du cancer, même si elle ne l'a jamais dit explicitement. Mon téléphone vibra dans ma poche, un autre message de Noémie. Nous avons trouvé un appartement, dégoûtant, exigu, en banlieue. Le propriétaire nous a fait payer le double de la caution, connaissant notre situation. Es-tu content ? Ton petit-fils va vivre dans une chambre de la taille d'un placard. J'espère que tu es heureux dans ta solitude. Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire ? Que j'étais désolé ? Ce ne serait pas vrai. Je regrettais que notre relation se soit brisée, mais pas ma décision. C'était la bonne décision, bien que douloureuse.
De retour à l'appartement, j'ai trouvé 5 autres appels manqués de Noémie et 3 autres messages vocaux. Je me suis forcé à les écouter. « Papa, c'est moi. Nous avons commencé à faire les cartons. Antoine n'arrête pas de pleurer. Il ne comprend pas pourquoi il doit laisser toutes ses affaires, sa chambre. Comment as-tu pu faire ça à ton propre petit-fils ? Olivier vient de rentrer de chez ce Lefebvre sans succès. Maintenant, il appelle tous ses contacts, cherchant des déménageurs pour nous aider. Sais-tu combien coûte un déménagement d'urgence ? Tu nous ruines. Nous sommes obligés de vendre presque tous nos meubles pour une bouchée de pain. Les gens, en apprenant notre situation, nous offrent des sommes ridicules. Tu nous as tout volé, papa, tout ce que nous avions. Je ne te le pardonnerai jamais. Le dernier message était envoyé avec un sanglot. J'ai senti une pointe de mauvaise conscience, mais je me suis rapidement rappelé ce qu'ils prévoyaient de me faire. Leur projet, de m'envoyer dans une maison de retraite contre mon gré en utilisant mon propre argent, était-il plus humain ? Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la pluie qui tambourinait sur les gouttières. Le temps correspondait à mon humeur, sombre et maussade. J'ai fait du café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens se dépêcher sous leur parapluie. Le téléphone vibra à nouveau, un autre message de Noémie. Nous déménageons aujourd'hui. Les déménageurs seront là à 2 heures. Nous devrons laisser la plupart de nos affaires derrière nous. S'il te reste un peu d'humanité, viens aider, ne serait-ce que pour Antoine. J'ai fixé ce message pendant un long moment, me demandant « Devrais-je y aller ?» D'un côté, c'était ma fille et mon petit-fils, quoi qu'il arrive. De l'autre, après tout ce qui s'était passé, ma présence ne ferait qu'aggraver les choses. De plus, je doutais qu'Antoine soit vraiment contrarié par mon absence. Il était plus probable qu'il me tenait pour responsable de tous ses problèmes, comme ses parents le lui avaient appris. Finalement, j'ai décidé de ne pas y aller. Au lieu de cela, j'ai envoyé une courte réponse. J'espère que le déménagement se passera bien. Bonne chance dans votre nouveau logement. Il n'y a pas eu de réponse, et je n'en attendais pas. Nos chemins s'étaient définitivement séparés, et c'était peut-être mieux ainsi, pour nous tous. Dans l'après-midi, Horace Lefebvre a appelé. « Monsieur Dubois, je voulais juste vous informer que votre fille et sa famille ont déjà quitté la maison. Mes hommes commenceront les préparatifs pour la rénovation demain. » « Merci pour l'information, monsieur Lefebvre, répondis-je. J'espère que la maison sera entre de bonnes mains. » « Oh, ne vous inquiétez pas. Nous prévoyons de conserver l'extérieur du bâtiment, juste de modifier l'agencement intérieur. Ce sera un magasin magnifique. Vous ne le reconnaîtrez pas quand vous viendrez à l'inauguration. »« Je crains de ne pas prévoir de venir, » dis-je doucement. « Je comprends, » dit-il avec sympathie. « Quoi qu'il en soit, merci pour votre coopération. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. » Le soir, j'ai dîné chez Vincent et Esther, comme promis. Ils ont essayé de me distraire en parlant de livres, de politique, de projets futurs. Esther a insisté pour que je m'inscrive à des cours pour occuper mon esprit et rencontrer de nouvelles personnes. De la peinture, peut-être, suggéra-t-elle, ou de l'histoire de l'art. L'université populaire locale a de très bons programmes pour les adultes. Peut-être, souris-je. Isabelle disait toujours que j'avais un talent pour le dessin. Tu vois, s'exclama Esther, je me renseignerai sur les horaires demain. En rentrant chez moi, il était étrange de considérer le nouvel appartement comme un foyer, mais cela semblait juste. Le sentiment d'être chez soi, cela venait progressivement. Je me suis dit que la vie ne s'arrêtait pas à 78 ans. De nouvelles opportunités, de nouveaux horizons s'ouvraient devant moi. Pas de pression, pas de sentiment constant d'être un fardeau. En entrant dans l'appartement, le téléphone vibra à nouveau. Un autre texto de Noémie. Nous avons emménagé. L'appartement est horrible. Antoine refuse de déballer ses affaires, dit qu'il déteste la nouvelle école. Olivier me reproche de ne pas avoir vérifié les papiers de la maison. J'espère que tu es satisfait d'avoir ruiné notre famille. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Peu importe ce que je dirais, ça ne changerait rien. Ils avaient fait leur choix il y a des années, quand ils ont décidé que j'étais juste un vieil homme ennuyeux dont il fallait se débarrasser à la première occasion. J'ai fait mon choix maintenant, décidant que je méritais mieux. Éteignant mon téléphone, je me suis approché de la fenêtre. La pluie avait cessé et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Quelque part là-haut, parmi elles, se trouvait Isabelle. J'espérais qu'elle approuverait mes actions. « Je commence une nouvelle vie, ma chérie », chuchotai-je dans le silence de l'appartement. Une vie sans humiliation, sans négligence. Une vie où je peux respirer librement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que c'était réellement possible.
3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Pendant ce temps, je n'ai pas regretté une seule fois ma décision. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de liberté et de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Personne ne me regardait avec irritation. Personne ne levait les yeux au ciel au son de ma voix. Personne ne faisait de commentaires blessants sur mon âge. L'appartement devenait lentement un véritable foyer. J'ai acheté quelques tableaux qui me rappelaient les endroits où Isabelle et moi avions été heureux, un fauteuil de lecture confortable, de la vaisselle neuve. J'ai transformé le petit balcon en un coin de verdure avec des plantes d'intérieur, des géraniums, des violettes, un petit citronnier. Isabelle avait toujours aimé les fleurs et maintenant, en m'occupant d'elle, j'avais l'impression qu'elle était là pour moi. Vincent et Esther me rendaient souvent visite, apportant des pâtisseries maison, des livres, parfois juste pour une tasse de thé. Esther, fidèle à sa parole, s'était renseignée sur un cours d'art à l'université populaire locale. « Tiens Laurent », dit-elle en me tendant une brochure colorée. « Les cours commencent dans 2 semaines, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. Le professeur est un artiste local bien connu, Philippe Jacques. J'ai étudié le programme attentivement. Dessin de base, aquarelle, peinture à l'huile, tout ce dont j'avais rêvé autrefois, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps à cause du travail puis de la maladie d'Isabelle. « C'est merveilleux, Esther, souris-je. Je pense que je vais m'inscrire. »« Super, applaudit-elle. Je savais que ça te plairait. Vincent dit que tu as toujours eu une vision artistique du monde. »« Vincent est trop gentil avec moi, ris-je. Mais j'ai vraiment toujours aimé l'art. Isabelle m'a même offert un ensemble de peintures pour notre 20e anniversaire, mais je n'ai jamais trouvé le temps de les utiliser. »« Maintenant, tu as tout le temps du monde, dit doucement Esther en me serrant la main. Et tu mérites de le consacrer aux choses qui t'apportent de la joie. » Le lendemain, je me suis inscrit au cours et j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour peindre. Chevalet, peinture, pinceau, toile. La vendeuse du magasin d'art, une femme âgée aux yeux bienveillants, m'a aidé à choisir du matériel de qualité. « Vous commencez un nouveau passe-temps » demanda-t-elle en emballant mes achats. « Je ravive un ancien » répondis-je. « Il y a de nombreuses années, je rêvais d'apprendre à peindre, mais la vie m'a toujours trouvé d'autres choses à faire. » « Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce que l'on aime, » sourit-elle. « Mon mari a appris à jouer du saxophone à 65 ans. Maintenant, lui et ses amis ont un quatuor de jazz qui joue dans les bistrots du coin. Cette histoire m'a inspiré. Si un homme de 65 ans peut maîtriser un instrument de musique, alors moi, à 78 ans, je peux apprendre à peindre. En plus de la peinture, j'ai décidé de réaliser un autre rêve de longue date, aller sur la côte. Isabelle et moi parlions souvent de passer quelques jours dans une petite ville balnéaire, de nous promener sur la plage, de regarder le coucher du soleil, de respirer l'air salin. Mais d'abord le travail, puis la maladie d'Isabelle, et enfin la vie avec Noémie et sa famille ont mis notre rêve en attente jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour nous deux. Maintenant, je pouvais y aller seul, mais avec le sentiment qu'Isabelle était toujours avec moi. J'ai réservé une petite chambre d'hôte à Cassis pour 3 jours. Vincent a proposé de me conduire, mais j'ai décidé de prendre le TGV. Je voulais profiter du voyage, regarder le paysage défiler par la fenêtre. Cassis s'est avéré être exactement comme je l'avais imaginé, une charmante ville balnéaire avec des rues étroites qui descendent vers la mer, de vieilles maisons et des gens sympathiques. La chambre d'hôte était située sur une colline, et de la fenêtre de ma chambre, j'avais une vue imprenable sur les calanques. 3 jours ont passé comme un éclair. Je me suis promené le long de la plage, j'ai ramassé des coquillages, j'ai regardé les mouettes, j'ai déjeuné dans de petits cafés côtiers. Le soir, je m'asseyais sur la terrasse de la chambre d'hôte avec un verre de vin, je regardais le coucher du soleil et je parlais à Isabelle comme je l'avais fait tous les soirs depuis 15 ans. « Tu vois, ma chérie, je suis enfin arrivé à la mer, » dis-je en regardant l'horizon où le ciel se confondait avec l'eau en une seule toile d'orange et de rose. J'aimerais seulement que tu sois là. Le dernier soir, j'ai même esquissé le coucher du soleil, mon premier dessin depuis des décennies. Il était loin d'être parfait, mais il y avait quelque chose de sincère et de vivant en lui. J'ai décidé de le garder comme un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. De retour à Lyon, je me suis mis à organiser ma vie avec une vigueur renouvelée. Les cours de peinture ont commencé et j'ai rencontré d'autres étudiants, pour la plupart des retraités comme moi qui voulaient remplir leur vie de créativité.
Philippe Jacques s'est avéré être un excellent professeur, patient, attentif et capable de trouver une approche pour chacun. Vous avez un bon œil, monsieur Dubois, dit-il en regardant ma première nature morte, et un sens de la composition. Nous travaillerons sur le côté technique, mais vous avez les bases. Cet éloge m'a donné confiance. Peut-être qu'Isabelle avait raison quand elle disait que j'avais du talent. J'ai commencé à passer plus de temps devant le chevalet, essayant de capturer les vues de la fenêtre, les fleurs sur le balcon, les souvenirs de la mer. La vie s'améliorait. J'avais une routine, une promenade matinale dans le parc, la lecture du journal au café du coin, la peinture, le thé du soir avec Vincent et Esther, ou le visionnage d'un documentaire. J'ai même fait la connaissance de quelques voisins, un couple de personnes âgées à l'étage supérieur et une bibliothécaire veuve à la retraite du premier étage. Nous allions parfois ensemble au théâtre local ou à des concerts de musique classique. Je n'avais pas eu de nouvelles de Noémie depuis 2 semaines. Le dernier message d'elle était plein d'accusations et d'amertume, et j'ai décidé de ne pas y répondre, laisser les émotions se tasser, et ensuite, peut-être pourrions-nous parler comme des adultes. Un soir, alors que je revenais de mon cours d'art, j'ai vu une silhouette familière à l'entrée de mon immeuble. Noémie était appuyée contre le mur, fumant, une habitude que je croyais qu'elle avait abandonnée il y a des années. « Papa » dit-elle en me remarquant. Sa voix semblait fatiguée, sans la rage d'avant. « Noémie » fis-je un signe de tête. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Je peux entrer ? Nous devons parler. » Je fis une pause d'1 seconde, puis j'acquiesçai. « Bien sûr, montons. » Nous sommes montés en silence jusqu'au 2e étage. J'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai laissé passer Noémie. Elle s'est arrêtée dans le couloir, regardant autour d'elle. « C'est confortable, » dit-elle finalement. « Tu te plais ici ?»« Oui, beaucoup, » répondis-je en entrant dans le salon. « Veux-tu du thé ? Tu as quelque chose de plus fort ? » J'ai sorti la bouteille de cognac que Vincent m'avait offerte du placard et je lui en ai versé. « Merci. » Elle prit une gorgée et grimaça. Je n'étais pas habitué aux alcools forts. Nous nous sommes assis dans les fauteuils l'un en face de l'autre. Noémie avait l'air amaigrie, des cernes sous les yeux. Elle faisait nerveusement tourner son verre dans ses mains, hésitant à commencer la conversation. « Comment m'as-tu trouvé ?» demandai-je pour rompre le silence. « Par Vincent, » répondit-elle. « Il ne voulait pas parler au début, mais j'ai insisté. »« Je vois, » fis-je un signe de tête. « Comment vous installez-vous » Noémie sourit amèrement. « J'ai... horriblement. L'appartement est petit, humide, avec de la moisissure dans la salle de bain. Le quartier est bruyant, et les voisins sont tous des étudiants et des immigrés. Antoine déteste sa nouvelle école, il dit qu'on le harcèle. Et Olivier et moi, balbutia-t-elle, puis elle but une gorgée de son cognac. Nous sommes au bord du divorce. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je sincèrement. Elle me regarda d'un air de défi. Es-tu vraiment désolé ? C'est toi qui es responsable de tout ce qui nous arrive. Non, Noémie, secouai-je la tête. Je ne suis pas à blâmer pour vos problèmes. Je ne voulais juste plus être votre victime. Victime ? ricana-t-elle. Tu as vécu gratuitement avec nous pendant 10 ans. Nous t'avons nourri. Nous nous sommes occupés de toi. Gratuitement ? Je ne pus retenir un rire amer. Je vous ai acheté une maison, Noémie, une maison qui coûtait une fortune, et qu'ai-je eu en retour ? 10 ans de négligence, de ridicule, d'humiliation. 10 ans à vivre dans une chambre de la taille d'un placard où j'étais toléré mais pas aimé. Nous t'aimions, s'exclama-t-elle, à notre manière, mais nous t'aimions. L'amour ne ressemble pas à ça, répondis-je doucement. L'amour ne prévoit pas de se débarrasser d'une personne en l'envoyant dans une maison de retraite à ses propres frais. Noémie baissa les yeux. Pour la première fois, je vis quelque chose qui ressemblait à de la honte sur son visage. C'était juste une conversation, papa. Nous étions contrariés, nous parlions sans réfléchir. Et toutes ces années où Olivier éteignait la télé si je regardais mon émission préférée, quand Antoine se moquait de mon âge, quand tu levais les yeux au ciel à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était aussi juste des conversations. Elle se tut, alors je continuais. J'ai supporté ça pendant longtemps, Noémie, très longtemps. Je pensais qu'avec le temps, vous vous rendriez compte que je n'étais pas seulement un vieil homme qui prenait de la place dans votre maison, que je suis un homme digne de respect, que je suis votre père après tout, mais ça n'est pas arrivé. Et donc tu as décidé de nous punir, sa voix tremblait, de nous mettre à la rue, de ruiner nos vies. Je ne vous ai pas punis, soupirai-je.
Je ne voulais juste plus vivre là où je n'étais pas respecté. Et oui, la maison était à moi. J'avais tout à fait le droit de la vendre. Mais tu as dit que tu l'achetais pour nous. Sa voix était de nouveau accusatrice. J'ai dit que je l'achetais pour que nous puissions vivre ensemble en famille. Mais nous n'avons jamais été une famille dans cette maison, Noémie. Vous étiez une famille, toi, Olivier, Antoine, et moi j'étais rien. Noémie se versa un autre cognac, le but d'un trait, et dit enfin ce pourquoi elle était venue. Nous avons besoin d'argent, papa. Olivier a perdu son travail. Les clients ont appris qu'il n'avait même pas vérifié les actes de sa propre maison, et personne ne veut plus faire affaire avec lui. Je ne peux pas tout payer seul, le loyer, les factures, l'école d'Antoine. Ce n'était pas le remords qui l'avait amené à moi, c'étaient les difficultés financières. « Combien veux-tu » demandai-je d'une voix égale. « Au moins une partie de l'argent de la vente de la maison, » répondit-elle. « Après tout, nous y avons vécu pendant 10 ans. Nous y avons mis notre âme, nous l'avons rénovée, réparée. » Rénovée ? Je ne pus retenir un rire. Olivier ne pouvait même pas planter un clou sans l'aide d'un professionnel. Et quand j'essayais de réparer des choses, on se moquait de mes méthodes dépassées. « Ce n'est pas juste, papa, » haussa la voix Noémie. « Tu as eu beaucoup d'argent pour la maison, et nous n'avons rien eu. » « La justice » secouai-je la tête. « Était-ce juste la façon dont vous m'avez traité toutes ces années ? Était-ce juste de prévoir de m'envoyer dans une maison de retraite pour prendre mes économies ?» Noémie se tut, alors je continuai. « Je ne te donnerai pas d'argent, Noémie. Pas parce que je suis avare ou vindicatif. C'est parce que ça ne résoudra pas vos problèmes. L'argent s'épuisera et vous vous retrouverez dans la même situation, mais sans la possibilité d'en demander plus. Que devons-nous faire ? Elle semblait désespérée. Antoine devra quitter son école privée. Nous pourrions perdre notre appartement. Recommencer à zéro, dis-je. Apprendre à vivre selon vos moyens. Qu'Olivier trouve un travail, n'importe lequel, même s'il n'est pas aussi prestigieux que celui d'agent immobilier. Faire comprendre à Antoine que la vie a ses défis et que c'est normal. Ça le rendra plus fort. « C'est facile pour toi de dire ça, lança-t-elle, assis dans ton appartement confortable avec l'argent de la vente de notre maison. »« Ma maison, corrigeai-je. Et oui, ça semble facile. Pour la première fois depuis des années, je ne me sens plus indésirable, un fardeau. Je vis la vie que je veux, je fais ce qui me rend heureux. Et tu sais quoi ? Je l'ai mérité. » Noémie se leva d'un bond, le visage crispé par la colère. « Vieille égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et ton petit-fils, ce n'est pas sa faute. Antoine répète ce qu'il voit et entend de vous, dis-je calmement. Si toi et Olivier apprenez à respecter les autres, il le fera. Sinon, il grandira pour être comme vous. Et un jour, il fera probablement face aux mêmes problèmes. Je n'écoute plus ça. » Noémie attrapa son sac. « Tu es un homme cruel et sans cœur. J'espérais qu'il te restait une once de compassion, mais je vois que je me suis trompé. J'ai eu de la compassion pour vous pendant 10 ans, Noémie, dis-je doucement. L'humiliation, l'ignorance, le ridicule. Pendant tout ce temps, j'espérais que vous changeriez d'attitude envers moi, mais vous ne l'avez pas fait. Alors j'ai décidé de changer ma vie. »« Dédé, adieu papa, se dirigea-t-elle vers la porte. J'espère que tu seras heureux dans ta solitude. »« Je suis déjà heureux, Noémie, répondis-je, et je ne suis pas seul. J'ai des amis, des passe-temps, des projets pour l'avenir, toutes les choses que je n'avais pas quand je vivais avec vous. » Elle claqua la porte sans dire au revoir. Je suis resté assis dans le fauteuil, fixant le cognac inachevé dans son verre. Étrangement, je ne ressentais ni colère ni ressentiment, juste la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Après un moment, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et je l'ai ouverte. L'air frais du soir a rempli la pièce. Les lampadaires étaient allumés. Les gens se dépêchaient de rentrer chez eux après le travail et une musique douce jouait dans un café voisin. La vie continuait, et ma vie aussi. J'ai regardé mon chevalet, où se trouvait le dessin que j'avais commencé, une vue du parc depuis ma fenêtre. Demain, je continuerai à y travailler, puis peut-être commencer un portrait d'Isabelle d'après une vieille photographie. J'avais tellement de projets, tellement d'idées. À ce moment-là, le téléphone sonna. Vincent m'invitait à déjeuner dimanche. J'ai accepté avec plaisir. Après la conversation, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai repris le livre que j'avais commencé à lire ce matin. C'était l'histoire d'un homme qui a parcouru le monde à un âge avancé et a découvert un nouveau monde. Peut-être que je devrais voyager plus, moi aussi.
pas nécessairement autour du monde, mais au moins en France, pour visiter des endroits qu'Isabelle et moi avions rêvé de visiter mais n'avions jamais eu l'occasion. La Provence, la Bretagne, la Normandie. Il y a encore tant de choses à voir, même à 78 ans. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti complètement en paix. Pas de peur du lendemain, pas de sentiment de déranger quelqu'un, que ma présence était importune. Juste la certitude tranquille que je suis enfin là où je suis censé être, dans un endroit que je peux appeler mon foyer, parmi des gens qui sont vraiment heureux de me voir. Peut-être que c'est ça, le bonheur. Respirer à plein poumon, sans craindre que votre souffle n'agace quelqu'un. Vivre pleinement sa vie sans se sentir comme un fardeau, être soi-même sans s'en excuser. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri. Il y avait tant de choses passionnantes devant moi, et j'étais prêt pour cette nouvelle étape de ma vie, libre de toute humiliation, pleine de dignité et de paix.